Les histoires fantastiques de Mama Aya. Mireille avait 24 ans quand elle accepta d'épouser Gabriel. 24 ans et des rêves plein la tête. Elle imaginait des soirées à deux, des conversations profondes, des regards complices. Elle croyait au mariage comme à une promesse sacrée. Pas par obligation, par choix. Elle voulait construire quelque chose de beau, quelque chose de solide. Gabriel lui avait souri le jour de leur rencontre. Un sourire franc, chaleureux. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots portaient moins du poids. Mireille s'était dit qu'elle avait trouvé l'homme qu'il lui fallait. Un homme stable, un homme sérieux. Elle ne se doutait pas que derrière ce sérieux se cachait un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Ils s'étaient rencontrés au marché. Mireille vendait des tissus colorés que sa mère confectionnait. Gabriel était venu acheter un pagne pour sa sœur. Leurs regards s'étaient croisés. Il avait souri. Elle avait rougi. Une semaine plus tard, il était revenu. Pas pour acheter du tissu, pour la revoir. Les mois suivants furent magiques. Gabriel l'emmenait se promener le long de la rivière. Ils parlèrent de tout, de leurs enfances, de leurs rêves, de ce qu'ils voulaient construire. Mireille aimait sa façon d'écouter, sa façon de la regarder, comme si elle était la seule personne au monde qui comptait vraiment. Quand il demanda sa main, elle accepta sans hésiter. Sa mère était heureuse, son père un peu inquiet. Il trouvait que tout allait trop vite, que Mireille ne connaissait pas vraiment la famille de Gabriel. Mais Mireille balaya ses inquiétudes d'un geste de la main. Elle était amoureuse, et l'amour, pensait-elle, suffisait à tout surmonter. Elle allait vite découvrir que l'amour seul ne suffit jamais. Les préparatifs du mariage avançaient vite. Trop vite peut-être. La famille de Gabriel s'impliquait beaucoup. Trop même. Ils organisaient tout. Choisissaient les couleurs, les plats, les invités. La mère de Gabriel décidait même de la coiffure que Mireille devait porter. Au début, Mireille trouvait ça étrange, mais elle se disait que c'était leur manière de montrer leur affection, de l'accueillir dans le clan. Elle ne voulait pas faire de vagues. Elle voulait être acceptée, aimée. Alors elle souriait. Elle hochait la tête. Elle acceptait tout. Un soir, quelques jours avant la cérémonie, un vieil homme vint à la maison. Il portait une longue tunique blanche brodée de symboles rouges. Son visage était marqué par le temps. Ses yeux étaient perçants, presque dérangeants. Il parlait d'une voix grave qui résonnait dans toute la pièce. Gabriel le présenta comme un sage de la famille, un gardien des traditions, un homme qui connaissait les secrets des ancêtres. L'homme s'adressa à Mireille sans la regarder vraiment. Son regard semblait traverser les murs, fixer quelque chose d'invisible. Ce mariage n'est pas seulement entre deux personnes. Il lie deux familles et leur destin. Il engage les vivants et les morts. Ce qui sera scellé ici ne pourra être brisé sans conséquence. Mireille hocha la tête, mal à l'aise. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire. Des histoires d'anciens, pensa-t-elle. Des superstitions. Elle ne risquait rien. Gabriel posa sa main sur son épaule, sentant son malaise. « C'est juste une bénédiction, ma chérie. Rien de plus. Une protection pour notre union. » Elle voulut y croire. Elle devait y croire. Après tout, c'était Gabriel, l'homme qu'elle aimait, l'homme en qui elle avait confiance. Mais une petite voix dans sa tête murmurait que quelque chose clochait, que ses paroles n'étaient pas anodines, que ce vieil homme ne parlait pas de simple bénédiction. Elle l'ignora. Elle avait trop envie que tout soit parfait, trop envie d'être heureuse, trop envie de croire que son histoire d'amour ne ressemblerait pas au drame dont parlaient les vieilles femmes au marché. Oh, le jour du mariage, tout sembla magique. Les fleurs, la musique, les sourires. Gabriel était magnifique dans son costume traditionnel brodé de fils dorés. Mireille portait une robe blanche ornée de perles brillantes. Ses cheveux étaient tressés, avec soin, décorés de fleurs fraîches. Elle se sentait belle. Elle se sentait aimée.
Pendant la cérémonie, le vieil homme réapparut. Il fit brûler des herbes qui dégageaient une fumée épaisse et parfumée. L'odeur était forte, presque étouffante. Il prononça des paroles dans une langue que Mireille ne connaissait pas, des mots anciens, des mots lourds de sens. Puis il traça des symboles au sol, avec une poudre rouge sang, des formes circulaires, des lignes qui se croisaient, des signes que personne n'expliqua. Gabriel prit la main de Mireille et la guida vers le cercle tracé. Il devait s'attendre et se tenir debout, au centre, pieds nus sur les symboles. Le vieil homme continua ses incantations. La fumée semblait danser autour d'eux. Mireille sentit un frisson parcourir son échine. Pas de froid, pas de peur non plus. Quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Gabriel serra sa main plus fort. Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu n'as rien à craindre si tu respectes ton cœur et ton engagement. Cette protection veillera sur nous, sur notre amour, sur notre fidélité. Tant que nous restons unis, rien ne peut nous atteindre. » Mireille sourit. Elle promit fidélité, amour, respect. Elle le pensait sincèrement, de tout son cœur, de toute son âme. Elle ne savait pas que ces mots venaient de sceller bien plus qu'une simple promesse humaine. Elle ne savait pas qu'un pacte invisible venait de se nouer autour de son destin. Un pacte que les ancêtres de Gabriel protégeaient depuis des générations. Un pacte où les serpents étaient les gardiens silencieux de l'union, les témoins implacables de toute trahison. Les premiers mois furent beaux. Gabriel était attentionné. Il rentrait le soir, l'embrassait tendrement, lui demandait comment s'était passée sa journée. Ils riaient ensemble, cuisinaient ensemble, regardaient des films blottis l'un contre l'autre sur le canapé. Le dimanche, ils se promenaient dans le parc, s'arrêtaient, mangeaient des brochettes chez le vendeur du coin. Rentraient tard, fatigués mais heureux. Mireille se disait qu'elle avait eu raison de lui faire confiance, qu'elle avait trouvé le bonheur, que leur histoire serait différente, meilleure. Puis, lentement, imperceptiblement, les choses changèrent. Gabriel commença à travailler plus tard. « Un nouveau projet », expliquait-il. « Des dossiers urgents, des clients exigeants. » Les dîners à deux devinrent rares, les conversations se raccourcirent. Il rentrait fatigué, mangeait en silence, s'endormait devant la télévision. Le dimanche, il avait des réunions, des rendez-vous, des obligations qu'il ne pouvait pas reporter. Mireille essayait de comprendre. Elle savait qu'il travaillait dur pour leur avenir, pour acheter une maison, pour offrir une belle vie à leurs futurs enfants. Mais elle se sentait seule, terriblement seule, comme si elle vivait avec un fantôme qui ne faisait que passer. Les journées devinrent monotones. Mireille se réveillait, préparait le petit déjeuner que Gabriel avalait en vitesse. Il partait sans vraiment l'embrasser. Un baiser rapide sur la joue, distrait. Elle rangeait la maison, préparait le repas, appelait sa mère, regardait des séries sur son téléphone, attendait, toujours attendait. Les soirées étaient pires encore. Elle dressait la table, réchauffait le plat, regardait l'horloge. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Parfois, elle appelait Gabriel. « Tu rentres bientôt ? Je finis un dossier. Ne m'attends pas. Mange sans moi. » Toujours la même réponse, toujours la même distance, toujours cette impression d'être invisible. Mireille mangeait seule, débarrassait seule, se couchait seule. Gabriel rentrait après minuit. Il se glissait dans le lit sans faire de bruit, sans la toucher, sans même vérifier si elle dormait. Mireille gardait les yeux fermés, faisait semblant de dormir. Mais elle était réveillée. Elle comptait les heures, elle comptait les jours, elle comptait le temps qui passait et qui les éloignait. Elle ne voulait pas se plaindre. Elle ne voulait pas être cette femme qui harcèle son mari, qui demande de l'attention comme une enfant. Elle essayait d'être compréhensive, patiente. Mais elle avait besoin d'attention. Elle avait besoin d'exister dans le regard de quelqu'un. Gabriel ne la voyait plus. Il la regardait, oui,
Mais il ne la voyait plus. Elle était devenue un meuble, une présence habituelle, quelque chose qu'on remarque seulement quand ça disparaît, et cette invisibilité la rongeait de l'intérieur, jour après jour, nuit après nuit. Un soir, son amie Aminata l'appela. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« On sort ce soir ?» Mireille hésita. Gabriel travaillait tard de toute façon. Pourquoi rester seule à la maison? Elle accepta. Elles se retrouvèrent dans un bar du quartier. Un endroit simple, chaleureux. Il y avait de la musique, des gens qui riaient, de la vie. Mireille réalisa à quel point ça lui avait manqué. Rire, parler, se sentir vivante. Aminata commanda des cocktails. Elles discutèrent. De tout, de rien. Des hommes, du mariage, des déceptions, de la solitude qui s'installe même quand on n'est pas seul. C'est là qu'elle rencontra Samuel. Il travaillait dans le même secteur que Gabriel. Un collègue lointain, qu'elle avait croisé 1 ou 2 fois lors d'événements professionnels. Il s'approcha de leur table, un sourire aux lèvres. « Mireille, c'est ça? La femme de Gabriel ?» Elle hocha la tête. Samuel demanda s'il pouvait se joindre à elle. Aminata accepta avant que Mireille ne puisse répondre. Ils discutèrent. Samuel était drôle, léger. Il racontait des anecdotes sur le bureau, sur les collègues. Il écoutait vraiment quand Mireille parlait. Il posait des questions. Il riait à ses blagues. Il la regardait dans les yeux. C'était étrange, cette sensation d'être vu, d'être entendu, d'exister vraiment dans le regard de quelqu'un. Mireille se surprit à prolonger la conversation, à accepter un verre, puis un autre. Aminata partit plus tôt. Un enfant malade à la maison. Mireille aurait dû partir aussi. Elle le savait. Mais elle resta. Elle n'avait pas envie de rentrer dans une maison vide, dans un lit froid, dans une vie où elle n'était qu'un fantôme. Les semaines passèrent. Elle revit Samuel. Par hasard, disait-elle. Mais au fond, elle savait que ces hasards étaient arrangés. Ils se retrouvaient dans des cafés discrets, des endroits où personne ne les connaissait. Ils parlaient faux de tout, de rien. Samuel lui racontait ses voyages, les pays qu'il avait visités, les cultures qu'il avait découvertes, ses rêves de parcourir le monde, ses échecs aussi. Un mariage raté, une enfance difficile. Il était vulnérable, humain. Il ne jouait pas de rôle. Il ne prétendait pas être parfait. Mireille se confiait à son tour. Elle lui parlait de sa solitude, de Gabriel qui n'était plus là, de cette impression d'être devenue transparente, de ne plus compter, de ne plus exister. « Tu mérites qu'on te regarde vraiment », lui dit Samuel un jour. « Tu mérites qu'on te voie, qu'on t'écoute, qu'on te désire. » Ces mots résonnèrent en elle comme une libération, comme une reconnaissance. Quelqu'un la voyait, enfin. Quelqu'un reconnaissait sa valeur. Quelqu'un lui disait qu'elle comptait, qu'elle méritait mieux. Mireille savait que c'était dangereux. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Mais elle n'arrivait pas à s'arrêter. La culpabilité la tiraillait. Chaque fois qu'elle quittait Samuel, elle se promettait que c'était la dernière. Qu'elle ne le reverrait plus. Qu'elle allait parler à Gabriel. Tout arranger. Sauver son mariage. Mais elle revenait toujours. Attirée par cette attention. Par ce regard qui la faisait exister. Un soir, dans l'appartement de Samuel, les choses dérapèrent. Ils avaient face bu un peu trop. Ri un peu trop fort. La musique jouait en fond, douce, envoûtante. Ils étaient assis trop près l'un de l'autre sur le canapé. Samuel posa sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. Un regard, un silence lourd, chargé, puis un baiser. Mireille aurait dû partir, elle le savait. Chaque fibre de son être le savait. Mais elle resta. Le baiser s'approfondit. Les mains se cherchèrent. Les vêtements glissèrent. L'acte fut bref, presque silencieux, mais lourd, si lourd, comme si le monde entier s'était arrêté pour témoigner de cette faute. Quand ce fut terminé, Mireille se rhabilla en tremblant. Ses mains ne lui obéissaient force plus. Samuel essaya de la retenir, de lui parler, de la rassurer.
Reste encore un peu. On peut discuter. » Elle secoua la tête. Elle ne pouvait pas le regarder. Elle ne pouvait pas se regarder. Elle ne pouvait pas respirer. Elle quitta l'appartement sans un mot. Dans la rue, le froid de la nuit la gifla. L'air était glacial, mordant. Elle marcha vite, comme si elle pouvait fuir ce qu'elle venait de faire, comme si la distance physique pouvait effacer la distance morale qu'elle venait de franchir. Mais on ne fuit pas ses actes. Ils collent à la peau. Ils s'incrustent dans l'âme. Ils deviennent une partie de soi, indélébile. Mireille rentra chez elle. La maison était silencieuse. Gabriel dormait déjà, comme toujours. Elle se glissa dans le lit, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende, qu'il ne se réveille, qu'il ne devine. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Une seule pensée tournait en boucle dans sa tête, obsédante, terrifiante. Ce n'est pas l'acte le plus long, mais le plus lourd de conséquences. Les jours suivants furent étranges. Mireille se sentait observée. Pas par Gabriel. Il ne remarquait rien. Ou peut-être qu'il préférait ne rien voir. Non, elle se sentait observée par quelque chose d'invisible. Une présence qu'elle ne pouvait pas nommer. Quelque chose qui la suivait, qui la surveillait, qui savait. L'air autour d'elle semblait plus lourd, plus épais, comme si une ombre invisible s'était posée sur ses épaules. Elle essaya de prier. Les mots sortaient, mais ils sonnaient creux, vides, comme si ses prières rebondissaient contre un mur, comme si le ciel refusait de l'entendre. Elle se força à agir normalement, à sourire, à cuisiner, à parler. Mais tout semblait faux, artificiel, comme si elle jouait un rôle dans une pièce de théâtre dont elle avait oublié le texte. Gabriel ne remarquait rien, ou peut-être qu'il préférait ne rien voir. Il continuait sa routine, partir tôt, rentrer tard, manger en silence, dormir. Le cycle infernal continuait. Mais maintenant, Mireille se sentait coupable de lui en vouloir. Elle n'avait plus le droit de se plaindre. Elle avait fait pire que lui. Elle avait brisé leur serment. Elle avait trahi sa confiance. Elle n'était plus en position de demander quoi que ce soit. Puis les rêves commencèrent. Le premier arriva 3 jours après. Mireille se vit debout dans un désert. Le sol était brûlant sous ses pieds nus. Chaque pas était une torture. Elle marchait, cherchant une route, un chemin, une sortie. Mais tout était vide, infini, désespérant. Le ciel était rouge, comme du sang, comme du feu. Devant elle, la terre se fissurait, de longues fissures noires qui s'ouvraient minces comme des bouches affamées. De ces fissures émergeaient des serpents, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers. Ils ne la mordaient pas. Ils se contentèrent de la regarder, leurs yeux fixes, froids, accusateurs. Ils ne sillaient pas, ne bougeaient presque pas. Juste ce regard, ce terrible regard qui la transperçait. Il s'enroulait lentement autour de ses chevilles, remontait le long de ses jambes. Leur peau était froide, écailleuse, répugnante, mais pas douloureuse, juste dérangeante, profondément dérangeante. Mireille voulait crier, mais aucun son ne sortait. Sa voix était prisonnière, étouffée. Elle essayait de bouger, mais ses jambes refusaient d'obéir. Elle était paralysée, impuissante, condamnée à regarder ces créatures l'entourer, l'encercler, la juger. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Le drap était trempé. Gabriel dormait à côté d'elle, paisible, ignorant son cauchemar. Elle se leva, but un verre d'eau. Ses mains tremblaient. Elle se dit que ce n'était qu'un cauchemar. Le stress, la culpabilité, rien de plus. Mais le rêve revint. Encore et encore, chaque nuit. Parfois avec des variations. Parfois, les serpents formaient un cercle parfait autour d'elle. Un cercle qu'elle ne pouvait pas franchir. Parfois, ils bloquaient la route qu'elle tentait d'emprunter. S'entassaient les uns sur les autres comme un mur vivant. Parfois, ils s'enroulaient autour de son cou, lentement, sans serrer, juste assez pour qu'elle sente leur présence, leur pouvoir. Toujours, ils la fixaient. Toujours, elle se réveillait terrifiée.
en sueur, le cœur battant, la respiration saccadée. Mireille commença à redouter le sommeil. Elle buvait du café tard le soir, regardait la télévision jusqu'à l'épuisement total, lisait des livres, surfait sur son téléphone, tout pour retarder le moment où elle devrait fermer les yeux. Mais l'épuisement finissait toujours par gagner. Et dès qu'elle fermait les yeux, ils étaient là. Les serpents, les gardiens, les témoins implacables de sa faute. « Tu ne dors pas bien en ce moment », remarqua Gabriel un matin. Mireille sursauta. Elle n'avait pas remarqué qu'il la regardait. « C'est juste du stress. »« Du stress de quoi ? Tu ne travailles maths même pas. » Le reproche était là, subtil mais blessant. Mireille baissa les yeux. Elle ne pouvait pas lui dire. Elle ne pouvait pas lui expliquer. Gabriel soupira, peu convaincu, mais il n'insista pas. Il était déjà en retard, comme toujours. Il prit son sac, sortit, claqua la porte. Mireille resta seule avec ses pensées, avec ses peurs, avec cette sensation qu'un compte à rebours invisible avait commencé, que quelque chose de terrible approchait. Puis les signes physiques apparurent. D'abord, ce fut une fatigue inhabituelle. Mireille se réveillait épuisée, comme si elle n'avait pas dormi, comme si quelqu'un avait aspiré toute son énergie pendant la nuit. Elle traînait toute la journée. Le simple fait de monter les escaliers la laissait à bout de souffle. Prendre une douche devenait un exploit, préparer un repas, une épreuve. Elle pensa que c'était à cause des nuits agitées, que ça passerait. Mais la fatigue ne partait pas. Elle s'installait, s'alourdissait, devenait une compagne permanente. Ensuite vinrent les douleurs. Rien de précis. Rien qu'un médecin pourrait facilement diagnostiquer. Parfois, c'était son dos. Une douleur sourde qui irradiait jusqu'aux hanches. Parfois, ses jambes. Comme si elle avait couru un marathon, alors qu'elle était restée assise toute la journée. Parfois, une oppression dans la poitrine. Pas exactement une douleur, plutôt une sensation de poids, comme si quelqu'un s'asseyait sur sa cage thoracique. Les douleurs changèrent de place, de forme, d'intensité. Mais elles ne disparaissaient jamais complètement. Mireille consulta un médecin. « Vous avez fait des examens récemment ? » ?»« Non, pourquoi ? » ?»« On va faire un bilan complet. Prise de sang, échographie, radio, tout. » Les résultats tombèrent une semaine plus tard. Mireille attendit dans le cabinet du médecin, les mains moites. Le médecin entra, un dossier à la main. Il s'assit, fronça les sourcils, en feuilletant les pages. « Alors ? Tout est normal. Absolument rien d'anormal. Peut-être du stress. Vous traversez une période difficile ? » Mireille secoua la tête. Elle ne pouvait pas lui dire. Elle ne pouvait dire à personne ce qu'elle avait fait. Le médecin lui prescrivit des vitamines, des compléments alimentaires, du magnésium, du fer. Il suggéra du repos, de l'exercice léger, de la méditation, des mots vides, des solutions inefficaces. Mireille rentra chez elle avec son ordonnance et son désespoir. Elle prit les vitamines religieusement, respecta toutes les recommandations. Mais rien ne changeait. Son corps continuait de se dégrader, lentement, sûrement, inexorablement. Mireille se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait plus. Ses traits s'étaient creusés, ses pommettes saillaient, ses yeux étaient cernés de noir, comme si elle ne dormait plus depuis des mois. Sa peau avait perdu son éclat. Elle était terne, grise, malade. Elle portait un poids invisible qui l'écrasait jour après jour. Un poids que les médecins ne voyaient pas, que les analyses ne détectaient pas, mais qu'elle sentait. Oh, comme elle le sentait. Rien n'apparaît sur les papiers, mais tout hurle dans mon corps. Gabriel finit par remarquer. Comment aurait-il pu ne pas voir ? Sa femme dépérissait sous ses yeux. Elle maigrissait à vue d'œil. Ses vêtements flottaient sur son corps. Elle n'avait plus d'appétit, plus de force, plus de vie. Un soir, il posa sa main sur son épaule. Un geste rare ces derniers temps. « Qu'est-ce qui ne va pas, Mireille ?»
Elle faillit tout avouer. Les mots étaient là, au bord de ses lèvres, prêts à sortir, à tout détruire. Mais elle les ravala. La peur la paralysait, la honte aussi. Et peut-être une part d'espoir idiot que tout s'arrangerait, que les symptômes disparaîtraient comme ils étaient apparus. Elle se contenta de secouer la tête. « Je ne sais pas. Les médecins ne trouvent rien. Ils disent que c'est du stress. » « Du stress de quoi ? » ?»« Je ne sais pas. » Gabriel soupira. Il semblait inquiet, mais impuissant. Il ne savait pas quoi faire, ni quoi dire. Il n'avait jamais été doué pour les situations émotionnelles, pour les crises, pour les moments où il fallait être présent, vraiment. Alors il fit ce qu'il savait faire, ce qu'il avait toujours fait. Il retourna au travail, s'enfonça encore plus dans ses dossiers, dans ses obligations professionnelles. Et Mireille resta seule. Encore, toujours. Un matin, elle reçut la visite d'une tante de Gabriel, une femme âgée qu'elle avait croisée au mariage. Une femme qui ne souriait jamais, qui parlait peu, mais dont les yeux voyaient tout. Elle entra sans frapper, comme si elle était chez elle, comme si elle avait tous les droits. Son regard balaya Mireille de haut en bas, un regard froid, clinique, évaluateur. « Tu as maigri. »« Oui, je ne me sens pas bien ces temps-ci. » La vieille femme s'assit sans y être invitée. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite bourse en tissu. La bourse était ancienne, usée, brodée de symboles que Mireille reconnut vaguement, les mêmes que ceux tracés lors de son mariage. « Tu vas voir quelqu'un. »« Qui ?»« Quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui voit ce que les médecins ne voient pas. Quelqu'un qui sait. » Mireille sentit son sang se glacer. La vieille femme savait. Elle ne pouvait pas savoir. C'était impossible. Pourtant, son regard disait tout. La vieille femme posa la bourse sur la table. À l'intérieur, il y avait une adresse griffonnée sur un papier jauni. « Tu iras, ou tu continueras à te consumer de l'intérieur. Jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi. À toi de choisir. » Elle se leva et partit aussi vite qu'elle était venue, sans un mot de plus, sans un regard en arrière. Mireille fixa la bourse longtemps. Une partie d'elle voulait la jeter, la brûler, l'oublier. L'autre savait qu'elle n'avait plus le choix. Son corps lui criait que le temps pressait, que si elle n'agissait pas maintenant, il serait bientôt trop tard. 3 jours plus tard, après avoir tourné et retourné le problème dans sa tête, elle prit rendez-vous. L'homme habitait en périphérie, une petite maison entourée d'arbres, isolée, loin des regards. Le chemin pour y arriver était chaotique. Mireille conduisait lentement, le cœur battant. Plusieurs fois, elle faillit faire demi-tour, rentrer chez elle, oublier tout ça. Mais elle continua. Une force invisible la poussait en avant. Elle frappa à la porte. Un homme d'une 50aine d'années lui ouvrit. Il portait des vêtements simples, une tunique beige, un pantalon large. Rien d'impressionnant. Mais son regard était perçant, comme s'il voyait, à travers elle, comme s'il lisait son âme. Il la fit entrer sans un mot. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé. Des herbes séchées pendaient au plafond. Des statuettes étaient disposées sur une étagère. Des bougies brûlaient dans les coins. L'odeur était forte, âcre. Mireille eut un haut-le-cœur. L'homme s'assit en face d'elle sur un tabouret bas. « Pourquoi es-tu venue ?» Mireille hésita. Puis, elle parla. Elle lui raconta tout. La fatigue, les douleurs, les examens médicaux inutiles, les rêves, les serpents qui la poursuivaient chaque nuit, leurs regards accusateurs, leur présence oppressante. L'homme ne l'interrompit pas. Il écoutait, immobile, silencieux. Quand elle eut terminé, il ferma les yeux. Resta silencieux un long moment, si long que Mireille crut qu'il s'était endormi. Puis, il les rouvrit. Son regard était encore plus perçant. « Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un rappel. » « Un rappel de quoi ? » ?»« De ce que tu as brisé. » Mireille sentit son sang se glacer. L'homme se leva,
alla chercher quelque chose dans un coin de la pièce. Il revint avec un petit bol en terre cuite rempli d'eau. Il y jeta des poudres de différentes couleurs, murmura des paroles incompréhensibles. L'eau se troubla, devint opaque. Puis, lentement, des formes apparurent dans le reflet. Des formes qui bougeaient, qui ondulaient, des serpents. Encore eux, toujours eux. Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. Ton mari a scellé votre mariage selon les anciennes traditions, un pacte protégé par les gardiens. Les serpents, ils veillent sur l'union, ils veillent sur la fidélité, sur le respect, sur l'engagement. L'amour seul ne suffit pas. Le respect doit suivre. L'engagement doit tenir. Les promesses doivent être honorées. Tu as rompu cet engagement. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. L'ignorance n'annule pas la faute. La méconnaissance ne protège pas des conséquences. Tu as trahi, tu as brisé le pacte. Et les gardiens le savent. Ils savent toujours. Ils voient tout. Ils ne dorment jamais. Mireille tremblait. Elle voulait partir. Fuir cet endroit, cet homme, cette vérité qu'elle refusait d'entendre. Mais ses jambes ne répondaient en plus. Elle était clouée sur place, prisonnière. L'homme reposa le bol. L'eau redevint claire. Les serpents disparurent. Mais pas de la mémoire de Mireille. Jamais de sa mémoire. Il existe un moyen, mais il a un prix. Lequel? Tu devras tout avouer. À ton mari, devant sa famille, devant les ancêtres. Et tu devras subir le rituel de réparation. Quel rituel? Celui qui rétablit l'équilibre, celui qui apaise les gardiens, celui qui referme la brèche que tu as ouverte. Mais il ne sera pas facile. Il sera humiliant, douloureux. Et il ne t'effacera pas. Il te marquera pour toujours. Tu porteras cette cicatrice invisible jusqu'à ta mort. Mireille rentra chez elle dans un état second. Elle conduisait sans vraiment voir la route. Les mots de l'homme tournaient en boucle dans sa tête. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais comment trouver le courage? Comment avouer une telle chose à Gabriel? À sa famille? Comment affronter leur regard, leur mépris, leur dégoût? La honte la submergeait, la noyait. Pourtant, elle n'avait plus le choix. Son corps la lâchait, son esprit vacillait. Les serpents ne la laissèrent plus respirer. Si elle ne faisait rien, elle mourrait. Lentement, sûrement, seule. Le soir même, elle attendit Gabriel. Elle avait préparé son discours, répété les mots 100 fois. Mais quand il rentra enfin, tous ses plans s'effondrèrent. Il posa son sac, se dirigea vers la cuisine. Elle l'arrêta d'une voix tremblante. « Il faut que je te parle. » Il fronça les sourcils. Il n'aimait pas ce ton. Il pressentait quelque chose de grave. « Maintenant ? » ?»« Oui, maintenant. » Elle le fit asseoir, prit une grande inspiration. Les mots sortirent difficilement, comme des pierres qu'elle aurait dû vomir. Chaque syllabe lui arrachait la gorge. « J'ai été infidèle. » Le silence qui suivit fut insupportable. Un silence de mort. Gabriel ne bougeait pas. Il la fixait. Son visage ne trahissait aucune émotion. Mais ses yeux disaient tout. La douleur, la trahison, l'incrédulité. Puis, lentement, comme un automate, il se leva. « Avec qui ? » ?»« Samuel. »« Samuel, mon collègue ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Gabriel serra les poings. Ses jointures blanchirent. Il fit quelques pas, s'arrêta devant la fenêtre, regarda dehors sans vraiment voir. Puis, il revint vers elle. Sa voix était basse, dangereusement calme. « Tu n'as pas seulement trahi un homme, tu as brisé un engagement. Tu as craché sur nos ancêtres, sur le pacte, sur tout ce qui nous liait. Je sais. Je suis désolée. Tellement désolée. » « Désolée. Tu crois que ça suffit? Tu crois qu'un mot peut réparer ce que tu as détruit ?» Il criait maintenant. Mireille ne l'avait jamais vu comme ça. Jamais vu perdre le contrôle. Elle baissa la tête,
les larmes aux yeux. Gabrielle continua, la voix cassée par la douleur. « Pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Tu n'étais jamais là. Je me sentais seule, invisible. J'avais besoin d'attention. J'avais besoin d'exister. Alors c'est de ma faute ? C'est ça ? Je travaillais pour nous, pour notre avenir, pour t'offrir une belle vie. Et toi, pendant ce temps, tu... Il ne finit pas sa phrase. Il s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. Mireille voulut s'approcher, le toucher, le réconforter. Mais elle n'osa pas. Elle n'en avait plus le droit. « Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne, entièrement, seulement la mienne. Mais je veux réparer. L'homme des traditions m'a dit qu'il y avait un rituel, que je pouvais... » Gabrielle releva la tête. Ses yeux étaient fin rouges. « Tu es allé voir un féticheur ? Ta tante m'a donné son adresse. Elle savait. Je ne sais pas comment, mais elle savait. » Gabriel resta silencieux longtemps, trop longtemps. Puis, il soupira. Un soupir qui portait tout le poids du monde. « Je vais prévenir ma famille. Prépare-toi. Ce ne sera pas facile. Ce sera pire que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. » 3 jours plus tard, Mireille se retrouva dans la maison familiale de Gabriel. Une grande bâtisse en briques rouges, à l'extérieur du centre-ville. Toute la famille était réunie. Les oncles, les tantes, les cousins, les anciens. Le vieil homme du mariage était là aussi, celui qui avait scellé leur union. Au centre de la grande salle, un cercle avait été tracé avec la même poudre rouge. Des bougies brûlaient aux 4 coins. Des herbes fumaient dans des bols en terre. L'odeur était suffocante. Mireille avait envie de vomir. On la fit asseoir au centre du cercle. Tous les regards étaient fixés sur elle, accusateurs, méprisants, dégoûtés. Le vieil homme s'approcha. Il portait la même tunique blanche qu'au mariage. Mais cette fois, son visage n'était pas bienveillant. Il était dur, sévère, implacable. « Tu as brisé le pacte. Tu as souillé l'union. Tu as déshonoré les ancêtres. Pour rétablir l'équilibre, tu dois accepter la purification. Tu dois subir le jugement des gardiens. Tu dois payer le prix de ta faute. » Mireille hocha la tête. Elle n'avait plus la force de résister, plus la force de parler. Elle était vidée. Le vieil homme leva les bras au ciel, commença ses incantations. Les mots résonnaient dans la pièce, puissants, anciens, chargés d'une énergie que Mireille sentait vibrer dans l'air. Puis, il invoqua les gardiens. Mireille sentit une présence, froide, oppressante, terrifiante. Le sol sembla trembler. Les bougies vacillèrent. Puis, elle les vit. Les serpents. Réels cette fois. Pas en rêve. Pas en vision. Réels. Ils entrèrent dans la pièce en ondulant. Des dizaines. Peut-être plus. Ils glissaient sur le sol comme de l'eau. Personne ne semblait surpris. Comme si c'était normal. Comme si c'était prévu. Attendu. Les serpents s'approchèrent d'elle. Lentement. Méthodiquement. Ils s'enroulèrent autour de ses bras, de ses jambes, de sa taille. Leur peau était glaciale, plus froide que dans les rêves, plus réelle, plus terrifiante. Mireille voulut crier, mais aucun son ne sortit. Sa voix était prisonnière, étranglée par la peur. Le vieil homme continua ses incantations, plus fort, plus intense. L'air vibrait. Les serpents serraient doucement, pas assez pour blesser. Juste assez pour qu'elles sentent leur pouvoir, leur jugement, leur condamnation. Les heures passèrent, interminables. Mireille devait boire des préparations amères qui lui brûlaient la gorge, marcher pieds nus sur des pierres chaudes qui lui lacéraient la peau, réciter des paroles qu'elle ne comprenait pas, mais qui lui arrachaient l'âme. Tout son corps la faisait souffrir, chaque muscle, chaque os, chaque cellule. Mais elle tenait, elle devait tenir. C'était le prix de sa faute, le prix de sa rédemption, ou du moins de sa survie. À un moment, le vieil homme ordonna qu'on lui rase les cheveux. Une humiliation publique, une marque de sa faute.
Mireille sentit les larmes couler sur ses joues, alors que les mèches tombaient au sol. Ses beaux cheveux, qu'elle entretenait avec soin. Partis, sacrifiés. Puis on lui fit porter des vêtements blancs grossiers. On la força à s'agenouiller, à demander pardon, aux ancêtres, aux gardiens, à Gabriel, à sa famille. Les mots sortaient mécaniquement, robotiquement. Elle n'était plus qu'un pantin, une coquille vide. Puis, enfin, les serpents se retirèrent. Lentement, doucement. Ils glissèrent hors du cercle, disparurent dans l'ombre. Le vieil homme hocha la tête, un hochement presque imperceptible, satisfait. « C'est terminé. Les gardiens acceptent ta réparation. Ton corps guérira. Ton esprit reprendra ses forces. Mais ils ne t'oublient pas. Ils ne t'oublieront jamais. Tu es marqué. À jamais. Et ils ne te pardonneront pas une seconde fois. Plus jamais. » Mireille s'effondra, épuisée, vidée, brisée. On la ramena chez elle. Gabriel conduisait en silence. Il ne la regardait pas, ne lui parlait pas. À la maison, il l'aida à s'allonger sur le lit. Puis, il partit dormir dans le salon. Mireille ferma les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne rêva pas. Pas de serpent, pas de désert, pas de regards accusateurs, juste le vide, le néant, le silence béni. Les jours suivants, elle dormit presque constamment. Son corps récupérait lentement, péniblement. Les douleurs disparurent progressivement. La fatigue aussi. Mais quelque chose en elle avait changé, profondément, irrémédiablement. Elle ne serait plus jamais la même. Elle le savait. Elle le sentait dans chaque fibre de son être. Les semaines passèrent. Gabriel restait distant. Il lui parlait, mais le ton était froid, mécanique, obligatoire, comme on parle à un étranger, comme on parle par politesse. Mireille comprenait. Elle avait brisé quelque chose entre eux, quelque chose de fondamental, quelque chose qui ne se réparerait peut-être jamais. Elle essayait de reconstruire, de montrer qu'elle avait changé, qu'elle était sincère, qu'elle regrettait. Mais Gabriel ne semblait pas voir ses efforts. Ou peut-être qu'il ne voulait pas les voir. Ou peut-être que c'était trop tôt, trop dur, trop douloureux. Un matin, Mireille réalisa qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis longtemps. Trop longtemps. Elle fit un test de grossesse. Négatif. Elle attendit. Se dit que c'était le stress, le rituel, son corps qui se rétablissait. Elle fit un autre test 2 semaines plus tard. Toujours négatif. Elle commença à s'inquiéter. Consulta un gynécologue. Après plusieurs examens, des échographies, des analyses approfondies, le verdict tomba. Froid, définitif, irréversible. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Votre système reproducteur est endommagé. Je ne sais pas comment, ni pourquoi. Les analyses ne montrent rien de spécifique. Mais c'est définitif. Je suis désolée. Mireille encaissa le coup. Elle avait toujours voulu être mère, toujours rêvé de bercer un bébé, de lui chanter des berceuses, de le voir faire ses premiers pas, de le regarder grandir, de lui transmettre des valeurs, de l'aimer inconditionnellement. Ce rêve venait de mourir, violemment, brutalement. Elle rentra chez elle, les yeux rouges, le cœur brisé, l'âme déchirée. Gabriel l'attendait. Pour une fois, il était rentré tôt. Elle lui annonça la nouvelle d'une voix blanche. « Je ne pourrai pas avoir d'enfant. » Il ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête, lentement, comme s'il s'y attendait, comme si c'était logique, évident, inévitable. Puis, il partit dans une autre pièce, sans un mot, sans un regard, sans un geste de réconfort. Mireille resta seule, encore une fois, toujours. Les mois passèrent. Mireille et Gabriel vivaient sous le même toit, mais ils ne vivaient plus ensemble. Ils étaient devenus des étrangers, des colocataires liés par un mariage qu'ils ne pouvaient ni sauver ni quitter. Ils partageaient un espace, mais plus rien d'autre. Ni conversation, ni rire, ni intimité, ni projet.
Juste une cohabitation silencieuse, froide, morte. Mireille avait appris sa leçon. Oh, comme elle l'avait apprise. Elle avait payé le prix. Mais ce prix était plus lourd que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle ne serait plus jamais mère. Elle ne serait plus jamais la femme qu'elle était, avant. Elle porterait cette faute toute sa vie. Comme une cicatrice invisible, comme un fardeau permanent, comme un rappel constant de ce qu'elle avait détruit, de ce qu'elle avait brisé, de ce qu'elle avait perdu. Je ne serai plus jamais la même. Mais j'ai appris. Un soir, assise seule dans le salon plongée dans la pénombre, Mireille repensa à tout. À Gabriel qui l'avait aimée, à Samuel qui l'avait fait se sentir vue, au pacte qu'elle avait ignoré, au serpent qui l'avait jugée, à la naïveté qui l'avait poussée à croire que l'ignorance la protégerait, que ce qu'elle ne comprenait pas ne pouvait pas la blesser. Elle s'était trompée, lourdement, tragiquement. Elle avait cru que l'amour suffisait. Il ne suffisait pas. Elle avait cru qu'on pouvait ignorer ce qu'on ne comprenait pas. On ne pouvait pas. Elle avait cru qu'un moment d'égarement pouvait être oublié. Il ne pouvait pas. Certaines leçons ne préviennent pas. Elles frappent, brutalement, sans pitié. Et celle-ci, elle la porterait toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Chers amis, Mama Aya vous conseille de toujours prendre au sérieux les engagements que vous prenez, même ceux dont vous ne comprenez pas toute la portée. L'ignorance n'est jamais une excuse valable. Et quand la solitude, la frustration ou le sentiment d'être invisible vous pèsent dans votre couple, parlez-en ouvertement à votre partenaire avant de chercher ailleurs ce qui vous manque. Les conséquences d'un moment d'égarement peuvent vous suivre toute une vie et détruire non seulement votre couple, mais aussi vos rêves les plus précieux et votre capacité à construire l'avenir que vous imaginiez. Respectez vos promesses, respectez votre partenaire et surtout, respectez-vous vous-même suffisamment pour ne jamais franchir la ligne qui sépare la frustration de la trahison. C'était votre conteuse, Mama Aya. Si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.